Web, TV Info, le direct. Bonjour à tous. Web TV Info est en direct de la présidence de M. Olivier Falorni, qui est député de la première circonscription de Charente-Maritime. Alors, cette rencontre est tout à fait particulière puisqu'il a décidé de présenter à la presse aujourd'hui sa nouvelle proposition de loi qui porte le titre « Donnant le droit à une fin de vie libre et choisie ». Bonjour Olivier Falorni. Bonjour. Vous déposez cette proposition de loi aujourd'hui dans un contexte particulier parce que vous aviez rencontré Anne Bert, qui est une écrivaine de Charente-Maritime, qui a longtemps lutté contre une maladie incurable et qui a décidé de mourir dans la dignité et de partir à l'étranger. Donc, je crois que c'est un nouveau coup de bélier que vous essayez de porter justement contre la frilosité politique et que vous déposez cette proposition de loi. Est-ce que vous pourriez nous dire comment s'est passée cette rencontre avec Anne Bert et pourquoi vous la déposez maintenant ? La première chose, c'est que cette loi n'est pas le fruit d'une rencontre. C'est notre combat commun qui nous a amenés à nous rencontrer. En avril dernier, elle a souhaité me voir parce qu'elle connaissait le combat que je menais déjà depuis des années en tant que parlementaire sur cette question et que par ailleurs, elle, atteinte par la maladie de Charcot, elle avait souhaité avec énormément de courage de faire de ces derniers mois un combat pour le droit de mourir dans la dignité, même si elle n'aimait pas ce mot, elle préférait parler de liberté, de choix. Et c'est vrai que ce texte, il s'est fortement enrichi de son message, de son humanité, mais il n'est en rien présidé par l'émotion ou par l'affect. On est dans la loi. On est dans la loi qui encadre justement le principe de l'aide médicalisée au décès. Et donc, moi, je considère aujourd'hui que les Françaises, les Français, finalement, sont privés de leur ultime liberté, celle de pouvoir choisir une fin de vie qui leur épargne les souffrances les plus insupportables. Et donc, le combat, c'est effectivement le combat de la liberté pour faire en sorte que chacun puisse éteindre la lumière de son existence en liberté et aussi, parce que c'est important à mes yeux, de faire en sorte que chacun puisse disposer de sa mort comme les femmes, il y a 40 ans, ont pu enfin, grâce à Simone Veil, disposer de leur corps. Alors justement, ce combat de Simone Veil a duré très longtemps, a été très houleux. Est-ce que vous vous apprêtez justement à subir beaucoup d'attaques, même peut-être de détracteurs, de la société civile, des autres parlementaires ? Que sais-je ? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas depuis des années. On entend un certain nombre d'opposants, parfois très agressifs, qui comparent l'euthanasie à l'eugénisme. Et qui compare parfois ceux qui portent ce combat à des nazis. Vous savez, je me suis retrouvé avec une croix gammée sur le visage, sur Twitter. Donc vous voyez parfois le niveau de l'opposition. Après, moi je respecte la conscience des uns et des autres. Et c'est une loi de liberté qui n'empêche rien. Et je comprends parfaitement, et c'est parfaitement légitime, que l'on soit opposé à l'aide médicalisée au décès. Mais justement, cette loi, c'est une liberté de plus qui est offerte à ceux qui veulent en bénéficier, mais qui ne retranche rien. Ceux qui veulent aller jusqu'au bout de leur vie, même si elle est faite de souffrance, et qui considèrent que ce n'est pas à eux de décider quand ils vont mourir, c'est leur choix. Et évidemment qu'ils pourront continuer à bénéficier de ce choix de vie. Mais justement, on veut être logique. Chacun doit pouvoir choisir la façon dont il meurt. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et donc je souhaite que, comme en Belgique, comme aux Pays-Bas, comme au Luxembourg, comme en Suisse, on ait une législation qui permette d'avoir cette liberté. Il est quand même inadmissible qu'une femme comme Anne Bert soit obligée d'aller en Belgique pour pouvoir partir dignement. Voilà, moi je ne me résous pas à cet état de fait. Alors vous signez pour l'instant cette proposition de loi vous-même, vous êtes non inscrit à l'Assemblée nationale, donc vous essayez de rallier quand même des membres d'autres personnes et peut-être de constituer un groupe pour pouvoir avoir plus de poids pour la défendre plus tard ?
Oui, alors si un groupe parlementaire se crée auquel j'appartiendrai, nous déposerons dans le cadre de ce qu'on appelle les niches parlementaires, c'est-à-dire la capacité pour les groupes de proposer des textes de loi. Nous défendrons, avec mes amis radicaux qui soutiennent ce texte, cette possibilité d'avoir une aide médicalisée au décès. En tout cas, moi, comme vous l'avez dit, je considère ce texte aussi comme un coup de bélier dans la porte blindée de la frilosité politique qui semble atteindre ce pouvoir comme il a atteint le précédent, puisque François Hollande avait promis de légiférer sur l'aide médicalisée au décès. Il ne l'a pas fait, ou alors d'une façon hypocrite, puisque la loi Leonetti-Claes, pour moi, est une loi de renoncement et qui n'apporte rien de concret. Le président de la République actuelle est plus que prudent, très frileux. Et moi, je trouve que la ministre de la Santé l'est de même, puisque elle vient de la société civile, elle vient du monde médical, et lorsqu'elle n'était pas ministre, elle s'était prononcée pour une loi de ce type. Et maintenant, devenue ministre, elle fait un peu machine arrière. Voilà, j'aimerais qu'elle ait le courage de Simone Veil en 1974. Alors pour que les personnes qui nous regardent et nous écoutent, est-ce que vous pourriez, votre proposition de loi a donc 6 articles qui visent surtout à complètement encadrer justement cette procédure pour aller au bout de sa vie dans les meilleures conditions. Alors j'ai noté par exemple dans l'article 1, vous parlez surtout du cadre d'application, il faut être capable, majeur, être en phase terminale. Vous pourriez nous en dire un petit peu plus de cet article 1? Oui, alors d'abord... Que chacun ait bien conscience que la loi, elle est là pour protéger et encadrer. Parce qu'il y a deux choses assez inacceptables aujourd'hui dans ce qui se passe en France et qui permettent de faire le parallèle avec la question de l'avortement. C'est qu'aujourd'hui, les Français qui veulent bénéficier d'une aide au décès sont obligés d'aller à l'étranger, comme des femmes devaient aller avorter à l'étranger. Donc la France est-elle condamnée à être toujours en retard en matière de législation et de droit? Et par ailleurs, les avortements clandestins se pratiquaient. Aujourd'hui, la réalité dans ce pays, c'est qu'on estime, c'est toujours difficile à estimer ce qui se passe dans la clandestinité, mais on évalue à 2000 euthanasies par an qui se font dans la clandestinité, dans le secret. On ne peut pas se satisfaire de ces deux situations-là. À un moment, il faut sortir de l'hypocrisie, il faut sortir de l'aveuglement et il faut légiférer. Et cette législation, elle a vocation justement à encadrer, à protéger et non pas à ouvrir aux dérives. Les opposants disent « mais ça va ouvrir la porte à toutes les dérives ». Au contraire, la loi, elle encadre. Et pour moi, les dérives, c'est effectivement de... quelque part laisser faire des euthanasies clandestines. C'est ça, la dérive. Donc le texte de loi, et c'est vrai qu'Anne-Bert y était très attachée, parce qu'elle me disait souvent, pour que cette loi soit acceptée, il faut qu'elle offre un cadre très précis, et qu'on ne puisse pas l'attaquer en disant, voilà, c'est la porte ouverte à l'élimination des vieux, ou je ne sais quel argument. Donc la loi définit le cadre, c'est-à-dire une personne capable, c'est-à-dire qui exprime de façon libre, éclairée, sa demande, majeure. Majeur, hein. Majeur. On va insister sur le terme majeur, parce que oui. c'est pas comme en Belgique, où il y a quelquefois la possibilité pour les mineurs, enfin voilà, d'une manière très encadrée quand même, voilà. En France, ça serait donc juste, vous suggérez plutôt majeur. Capable et majeur, c'est le principe du texte et c'est le cadre très précis que nous lui avons assigné. Et donc, dans des circonstances bien précises, il ne s'agit pas, là aussi, de dire je programme ma mort 3 ans à l'avance, ou parce que j'ai un coup de cafard, je demande à mon médecin de me faire une piqûre. Il faut arrêter avec ces interprétations, et j'allais dire ces délires. Il s'agit de traiter des situations où le malade est atteint d'une maladie incurable qui génère des souffrances physiques et psychiques insupportables, dont on sait que la guérison n'est pas possible,
de pouvoir bénéficier d'une assistance médicalisée au décès. Ce qui veut dire que le malade sollicite son médecin traitant pour cette aide médicalisée au décès. Ensuite, ce médecin traitant sollicite 2 autres praticiens. Donc c'est une collégialité médicale qui se prononce, qui rencontre le malade. Donc ça, c'est l'article 2. C'est l'article 2 qui donc rencontre le malade pour vérifier évidemment que son avis soit éclairé, libre, et que par ailleurs sa demande est bien réitérée, parce que j'insiste bien aussi sur la révocabilité de la demande. À tout moment, le malade peut changer évidemment d'avis, c'est important. Et ensuite, il établit un rapport médical dans un délai de 4 jours maximum pour justement constater la réalité médicale de la demande. Et à partir de là, le processus d'aide médicalisée au décès peut être lancé. Donc il y a un encadrement très important. Et ensuite, le processus de contrôle continue après le décès. C'est-à-dire qu'une commission nationale qui reçoit les rapports médicaux, parce que chaque aide au décès donne lieu à un rapport médical qui rappelle le processus qui a été fait, le cadre dans lequel il a été exécuté, qui vérifie que les exigences légales ont été tenues. Si ça n'est pas le cas, la commission peut déférer au procureur de la République. Et par contre, si ça s'inscrit dans le texte de la loi tel que je le propose, l'aide médicalisée ne relève plus du Code de procédure pénale, notamment l'article 221.5 qui qualifie l'administration de substance pour donner la mort à un empoisonnement, et qui par ailleurs considère désormais ce type de décès comme une mort naturelle, c'est-à-dire qui permet à la famille, au conjoint, de pouvoir bénéficier des contrats comme dans le cadre d'une mort classique. C'est aussi important pour effectivement assurer la continuité et de faire en sorte que cette mort puisse évidemment s'inscrire dans un cadre normal, libre et éclairé. Et légal aussi. Vous insistez particulièrement aussi sur les directives anticipées, notamment si à un moment donné, la personne n'est plus en état en fait, d'exprimer son choix, alors qu'elle l'avait peut-être préalablement fait. Oui, parce que effectivement, vous avez raison de le souligner, il y a la situation que j'évoquais où le malade est encore conscient, où il peut exprimer une volonté. Vous avez une autre situation, et c'est effectivement l'objet de l'article 3. Vous avez des cas où le malade n'a plus sa conscience, n'est plus en état de s'exprimer, n'est plus en capacité de manifester sa volonté. Et dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la personne de confiance ou les personnes de confiance qui doivent se prononcer. Cela suppose que la personne est au préalable, au moment où il avait cette conscience, de pouvoir rédiger des directives anticipées. C'est-à-dire d'expliquer que, en situation telle qu'on l'a évoqué, de fin de vie, de souffrance physique et psychique entraînant évidemment la volonté d'en finir, que cette aide médicalisée soit pratiquée. Donc ça suppose des directives anticipées, ça suppose le choix d'une personne de confiance, parce que sinon, il n'y a aucun moyen, si la personne n'est plus en capacité d'exprimer sa volonté, de faire un choix à sa place. Donc j'insiste bien, et c'est vrai que ça n'est pas encore une entrée dans la culture française, si j'ose dire, dans l'habitude des Français, de rédiger les directives anticipées. Aujourd'hui, il y a un fichier national, il y a des formulaires qui sont prévus, et donc il faut penser à faire ces directives anticipées. Et moi, j'aimerais que, par exemple, sur les cartes vitales, il puisse y avoir référence à ce choix, comme sur le groupe sanguin, sur la volonté peut-être aussi de donner ses organes après son décès. Voilà, en tout cas, qu'il y ait l'expression de sa volonté, même si on n'est plus en capacité à un moment donné de l'exprimer formellement. D'ailleurs, à ce sujet, donc, vous intervenez au sein de l'ADMD, l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, qui va être en réunion le 14 octobre. Qui fait son congrès national le week-end prochain à La Rochelle. J'aurai l'occasion effectivement d'intervenir
en introduction de ce congrès. Et évidemment, je porterai ce combat qui nous est commun, en espérant effectivement que l'action de la société civile, plus la mobilisation, je souhaite la plus importante possible, des élus, bien que tout ceci amène la France à trouver le chemin du courage, le courage de faire en sorte que les Français puissent bénéficier de cette ultime liberté. Alors juste avant de nous quitter, Olivier Falorni, je voulais rappeler qu'on peut trouver votre proposition de loi sur le site de l'Assemblée nationale dans la rubrique documents, sur votre page aussi. Oui. Et puis voilà, donc c'est à disposition. Et puis je pense que vous attendrez aussi les commentaires sur cette nouvelle rédaction de cette proposition de loi. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment les citoyens s'emparent de ce sujet. Anne Berg a eu un courage remarquable. Elle a fait de sa fin de vie vraiment un combat. Et moi, je ne souhaite pas laisser mourir ce combat. Elle a consacré, j'allais dire, son dernier souffle à porter ce message. Et nous avons besoin de citoyens, qu'ils soient d'ailleurs concernés directement, qu'ils soient comme Anne Berg dans un processus de départ, ou qui ne soient pas concernés, mais qui soient simplement sensibilisés à cette question. Il faut que la société civile se mobilise. Des députés comme moi ont besoin d'être portés par l'opinion publique, parce que sinon nous n'y arriverons pas. Et c'est la société civile qui pourra faire basculer, en tout cas qui pourra bousculer aujourd'hui les frilosités que l'on voit à la tête de l'exécutif. Donc on a besoin d'associations comme la DMD, et on a besoin que les gens se mobilisent sur les réseaux sociaux, dans des pétitions, en tout cas qu'ils expriment leur volonté de voir la loi changer sur ce sujet en France. Et permettre ainsi à cette proposition de loi de vivre et surtout d'être inscrite à l'ordre du jour. Celle-ci ou une autre. Moi, vous savez, ce Oui. qui compte, c'est que la loi change. Que ce soit la mienne ou que ce soit une autre loi, ça m'est totalement égal. Moi, le sujet, c'est qu'il puisse y avoir demain une loi sur l'aide médicalisée au décès, sur la possibilité de choisir librement sa fin de vie. Merci beaucoup, Olivier Falorni. Merci.